Bon, si vous voulez, on va commencer à lire cet article, parce que c'est un petit peu dans la continuité là, de ce qu'on disait. Sur la conscience christique. On l'a déjà lu un certain nombre de fois, mais c'est quand même bien de se remettre... Il faut y revenir sans cesse. Parce que là, voilà... C'est un rappel à l'ordre. On l'est pendant un moment, puis tout d'un coup, ça décline. On perd la distance. Là. Et ça fait un peu la continuité avec ce qu'on disait la dernière fois sur le royaume des cieux. Attends, je vais mettre là. Hop. Donc allons-y. Le Christ dit, « Il n'est pas suffisant de vous soucier de votre vie sur terre, vous devriez vous soucier également de votre vie et de votre bien-être quand vous passerez dans les dimensions suivantes. Là plus que jamais, vous vous trouverez dans la dimension de l'être, qui est la manifestation extérieure de votre propre conscience, mais dans une mesure encore plus grande que quand vous êtes sur Terre. Sur Terre, vous créez votre propre environnement unique à partir du tissu de votre conscience globale. Mais vous pouvez aussi prendre part à l'environnement de votre prochain quand vous le rencontrez ou que vous vivez ensemble. Cela signifie que quand vous êtes sur Terre, vous pouvez vous déplacer dans un environnement plus plaisant, rencontrer des gens plus plaisants que ceux que votre conscience crée ou attire normalement en vous. Mais cette incompatibilité conduit à des frictions et à un malaise. Les gens se sentent soit hors de leur zone de confort, soit étouffés par la conscience supérieure qu'ils rencontrent. Et ils sont pressés de revenir à l'environnement de conscience inférieur dans lequel ils se sentent à l'aise. Certaines personnes sont attirées et naissent dans une couche de conscience dans laquelle elles sentent qu'elles sont étrangères. Et spontanément, elles commencent à travailler, même dans l'enfance, à s'éloigner vers la couche de conscience dans laquelle elles seront capables de prospérer. Le niveau de conscience avec lequel vous mourrez est le niveau que vous ramènerez. Parfois, une personne ayant un niveau élevé de perception spirituelle peut être attirée à la naissance dans une famille de niveau spirituel inférieur, car cet environnement renforcera sa conscience et augmentera son endurance spirituelle lorsqu'elle luttera dans ses jeunes années, pour retourner à sa demeure de conscience légitime dans la couche spirituelle sur Terre, et plus tard dans le monde suivant. Tout comme vous faites l'expérience de votre conscience non développée quand vous mourrez, de même, vous accédez aux dimensions supérieures qui reflètent votre propre conscience quand vous vous êtes réincarné plusieurs fois, et que vous allez travailler à acquérir du discernement spirituel. Vous trouvez que vous, et tous ceux que vous rencontrez, vous êtes de la même conscience. Vous serez attiré dans les conditions qui sont compatibles et auxquelles, en raison de votre propre créativité, vous pourrez parfaitement contribuer. Si lors du décès, la conscience a été centrée sur l'ego et vicieuse, l'individu se réincarnera rapidement, puisque le sentiment d'inconfort sera intolérable, et une telle personne retourne volontiers sur Terre sous une autre identité. À ce niveau d'existence, les conditions terrestres semblent préférables à celles du monde astral. Cela prend de nombreuses vies avant que l'âme s'éveille au fait que s'échapper est possible uniquement lorsque l'esprit humain s'emploie à essayer d'élever ses perceptions et sa conscience jusqu'à une zone de confort plus supportable. On va peut-être faire une petite première pause ici. Donc là, c'est exactement ce qu'on disait, on crée notre conscience, on crée notre réalité avec notre conscience. Notre tissu de conscience sert à tisser notre vie sur Terre et notre vie dans l'au-delà. Et du coup, ça devrait nous aider à nous soucier de notre avenir. Plus on le lit, plus ça devient une évidence, quoi, pour nous. Parce qu'on est vraiment connecté à ça, quoi. Ah oui. En tout cas, on est censé devenir de plus en plus connecté à ça, et du coup se dire, bon, ma conscience, il faut vraiment que je m'en occupe, quoi. Oui. Que je me discipline parfaitement, que je maîtrise mes pensées comme je maîtriserais des animaux sauvages, quoi, un petit peu, Oui. des animaux turbulents en tout cas. Oui. Moi, je dirais que c'est même, c'est tellement puissant, la pensée, que quand on en a conscience,
on devrait en fait être sans cesse en train d'étudier, de surveiller et de faire. C'est tout le temps, c'est à chaque instant. Parce qu'en fait, c'est tellement puissant. Et de les purifier, parce qu'il y a toujours des moments où on est happé par des situations qui nous coupent du divin dans la journée. Et moi, cette phrase, elle m'avait tellement interrogé le niveau de conscience dans lequel vous mourrez et celui dans lequel vous reviendrez. Ça a été un tsunami pour moi. Mais à la fois, c'est rassurant. Hein. On n'est pas obligé de recommencer tout depuis. Ah oui, mais on ne va pas recommencer mieux, quoi. Oui. C'est un petit peu ça qui est C'est-à-dire derrière. qu'on en est toujours au même niveau, mais allez hop, on continue le chemin. Oui. Moi, je ne la prends pas comme une phrase négative, au contraire. On double l'année, voilà, on va doubler l'année, mais on ne va pas revenir à la maternelle. Voilà. C'est l'heure des comptes. Vous voyez les différents passages aussi. Moi aussi, il y a un passage qui me choque hein, un petit peu, quoi. Enfin, qui me choque, qui m'a interpellé. C'est quand on aura quitté le corps, en gros, on passera dans une dimension de manifestation, dans une dimension de l'être, qui est la manifestation extérieure de notre propre conscience, dans une mesure encore plus grande que quand on est sur Terre. Donc ça, c'est un premier point. Quand on est dans le monde astral, on vit dans une dimension où notre conscience est encore plus créatrice de notre existence que quand on est sur Terre. Ensuite, il explique voilà, que sur Terre, on peut aller vers des gens plus élevés en conscience et que ça nous met mal à l'aise, que des fois on choisit de s'incarner dans des familles plus basses en conscience, comme ça on travaille un peu notre fermeté intérieure. Et ensuite, il dit que les gens qui ont un niveau de conscience pas très sympathique, après le décès, ils sont dans le monde astral, et les conditions du monde astral semblent pires que les conditions de la Terre. Et du coup, ils se réincarnent le plus vite possible. Ils reviennent pour recommencer ou réparer. Non, mais je veux dire, ils s'échappent du monde astral parce que leur conscience est tellement viciée. Ouais. Ce qu'il a dit au début, là, quand vous êtes dans le monde astral, votre conscience crée encore plus votre vie que quand vous êtes sur Terre. Et ces gens sont tellement perdus dans l'inverse de l'amour que quand ils sont dans l'astral, c'est encore pire que quand ils sont sur Terre. C'est une remarque très importante parce que ça nous montre un petit peu le fonctionnement, c'est-à-dire le fait que l'influence dans les dimensions suivantes de notre conscience est plus grande. Ça veut dire que quelqu'un qui est habitué à faire des dégâts et de malheurs autour de lui, imaginez-vous la pagaille qui se fera dans les couches plus hautes s'il est admis. C'est pas possible. Donc, les vibrations le rejettent. Il le croit, il croit que c'est lui qui le souhaite, et il le souhaite, mais de toute façon, c'est impossible pour lui d'accéder plus haut. Sinon, ce serait comme une bombe atomique, il va faire exploser tout le monde. Alors. Il me semble. C'est doublement verrouillé. Une fois, il ne se sent pas bien à l'aise, mais de l'autre fois, à cause de son, comment dirais-je, son niveau de vibration et ce souhait pratique de faire du mal, etc., il va créer beaucoup trop de dégâts. Parce que justement, les répercussions, là, il aura beaucoup trop de puissance. Donc, il est bloqué. Donc, ils sont bloqués au niveau auquel nous en sommes réellement. Et une fois travaillé sur soi et changé, c'est là que la porte s'ouvre. On ne peut pas forcer. Voilà. Parce que justement, aussi, on risque de créer beaucoup de dégâts pour les autres. Et oui, complètement. C'est vrai que c'est un passage qui fait mal, quoi.
Et juste une petite remarque aussi, parce que je trouve que c'est une bonne clé. Donc il dit, à ce niveau d'existence, les conditions terrestres semblent préférables à celles du monde astral. Et il dit, cela prend de nombreuses vies avant que l'âme s'éveille au fait que s'échapper est possible, uniquement lorsque l'esprit humain s'emploie à essayer d'élever ses perceptions et sa conscience. Donc élever sa conscience, bon ça on était conscient, on était d'accord avec ça, mais élever aussi ses perceptions. Ça résonne avec le besoin d'une vision, une nouvelle vision, quand il en parle dans la lettre 1, il en parle tout le long des lettres. Mais cette augmentation, enfin cette élévation des perceptions, ça a l'air d'être une clé vraiment importante, quoi. C'est-à-dire entretenir une vision, entretenir une perception des choses, ça fait partie du processus pour s'élever en conscience. Et donc, c'est un challenge, un petit peu quand même, de focaliser sur ce qui va bien. Et ça nous rappelle encore que c'est ici qu'on peut le faire. Enfin, il faut le faire le plus possible, en disant. Oui, sur Terre, je veux dire. Une des grandes raisons d'être là. Sur Terre, mais aussi partout, une fois qu'on est dans le monde astral aussi. Les perceptions, c'était partie de la conscience, en fait. Donc sur Terre, mais aussi ailleurs. Enfin, aussi hors du corps, quoi. En tout cas, enfin, voilà, ce passage, c'est qu'on l'a lu plein de fois, et il y a vraiment des clés comme ça, de se dire, waouh. Sur Terre, on a, entre guillemets, le fait, juste fini, le fait de ne pas percevoir, de ne pas récolter aussi vite les conséquences de notre pensée, à la fois c'est un handicap, parce qu'on ne comprend pas bien ce phénomène-là, on ne comprend pas bien que nos pensées sont la cause des conséquences qu'on récolte, et à la fois c'est une chance, parce que du coup ça peut nous aider justement à modifier notre conscience, sans tout de suite avoir le retour négatif, ou le retour positif, quoi. Oui, d'un côté, on ne reçoit pas la conséquence directe, du coup on ne voit pas bien ce mécanisme de je sème et je récolte tout de suite. Mais de l'autre côté, si je sème des trucs, des mauvaises graines, je peux quand même avoir l'opportunité de corriger, de semer des meilleures graines, quoi, avant d'avoir la récolte tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça, moi c'est à ce niveau-là que je vois que c'est un entraînement, la Terre, c'est qu'on a un petit peu mis d'écart de temps entre la récolte et la semaille. Et donc ça nous laisse l'opportunité de corriger, en fait. De corriger nos perceptions, de corriger notre conscience, avant de récolter, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Si. Moi, je suis en train de travailler en ce moment, par le biais d'une de mes filles qui a une lourde maladie. Je m'aperçois que j'ai des pensées, mais je peux avoir des paroles qui ne sont pas en accord, ou même je peux avoir un acte qui ne va pas en accord avec les deux précédentes. Et c'est permanent, ça. Et quelque part, merci Céline, parce qu'elle me fait prendre conscience de cela. On voit qu'on est plusieurs, hein, dans ces cas-là. Enfin, qu'à l'intérieur de nous, Eh oui. il y a celui qui sait ce qui est juste, Oui, c'est celui ça. qui aimerait quand même défendre le côté avec son ego, et celui au final qui agit. C'est ça. Exactement. Où sommes-nous exactement à chaque instant de notre vie par rapport aux événements? Et je dirais que c'est grâce à la ciselure de l'étude des lettres que j'en prends conscience. Oui. Parce que ça va très loin, tout ce qui nous est proposé et puis qu'on a la chance d'analyser ensemble. Et ça permet justement de ralentir, encore une métaphore le temps, mais ça permet de ralentir le temps dans la scène qui s'est passée là. Où tu te dis après coup, tiens mince, là j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui n'était pas adéquat, bon, je vais essayer de faire mieux. Et quand on lit les lettres et quand on travaille ce truc-là, on arrive à vraiment découper ce qui se passe en fait. C'est-à-dire l'autre est intervenu, moi j'avais des croyances ou j'avais des trucs, j'avais des espérances, j'avais des idées. Et il y a quand même quelque chose qui s'est produit et donc on arrive à découper tous ces mécanismes, quoi. Et je m'aperçois que avant d'ouvrir la bouche, je réfléchis beaucoup plus. Ou je me dis, attention Annie, change ta pensée.
Et ça fait pas de cadeau, hein. Et c'est là que c'est dur, quand on se dit, Très bien, très. que je me surmonte. Ça l'aurait dit. Ouais, voilà. Mince. On se bat contre soi-même. Oh non, on est là. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est important de comprendre cet aspect-là de dimension de conscience et on récolte vraiment ce qu'on sait avec notre conscience et avec nos perceptions. J'ai un peu de mal avec perception et conscience parce que est-ce qu'élever sa conscience, c'est pas déjà être passé par ce phénomène de perception, quoi. Pour moi, c'est une condition presque de l'élever. D'élever sa conscience, c'est une condition de pouvoir bien percevoir, en fait. C'est une condition, sinon on peut pas. Si je perçois pas, je peux pas élever ma conscience, pour moi. Oh, mais c'est pas forcément complètement corrélé. Par exemple, je sais pas. J'ai un peu de mal à faire le distinguo, en fait. Tu vois, ou alors peut-être j'ai pas la notion de perception que tu as. Moi, je sais pas, je le comprends de la façon suivante. Si quelqu'un vient chez moi, je sais pas quoi, je sais pas, quelqu'un va venir et va parler tout le temps, par exemple. Je peux le percevoir en disant, bon, cette personne est vraiment égocentrique, aucun respect pour les autres. Mais ma conscience d'amour va faire que, ok, je vais être là pour l'écouter, pour prendre soin d'elle. Okay. Donc là, j'ai une perception, l'autre est égoïste, c'est fini. Mais ma conscience va s'élever dans l'amour. Je peux aussi avoir une autre perception, c'est me dire, oh, putain, cette personne, en fait, est vraiment très seule, n'a pas de lien, n'est pas écoutée. Et donc là, je la vois plus comme une personne égoïste. Mais je vois un peu plus sa réalité de l'être, en fait. Et dans le but final, on est censé percevoir voilà, l'âme au fond de la personne, au fond, et qui est souffrante, et donc qui est voilà, dans l'ego, dans le truc, qui critique, qui fait mal, qui tue les gens. Et donc la perception est censée, il me semble, s'élever jusqu'à ce niveau-là. Oui, justement, si tu veux, c'est parce que j'aurais fait ce chemin que je pourrais élever ma conscience. On est d'accord. Ma perception. Ma perception, mais si tu veux, aussi ma conscience, enfin, ma conscience, finalement. Donc... Ça va dans les deux sens. Oui. La frontière est ténue. Hein. Oui. Mais disons, la perception, c'est la façon, il me semble, hein, c'est la façon dont tu vas concevoir quelque chose d'extérieur. Typiquement, là, l'autre est égoïste, ou l'autre, en fait, est tout seul et n'a pas d'amis. Je ne sais pas si ça peut aider, mais je dirais qu'au moment de percevoir, la conscience élevée, ça serait comme une attitude déjà qui est déjà là au moment de percevoir. Donc, je dirais c'est simultané. Je ne dis pas que c'est facile. Et c'est ça. C'est pas je perçois et après j'élève la conscience. La conscience élevée, c'est déjà cette attitude qu'on a, comme un peu expliqué Marc. Donc, soit je perçois dans cette attitude-là, d'amour, etc. Et sinon, après, c'est un peu trop tard. Quoi. C'est un peu cette idée que j'avais en tête, si vous voulez. Si tu veux, c'est effectivement, je suis dans une démarche d'élever ma conscience. Donc, si tu veux, je vais avoir un regard sur mes perceptions vont être conditionnées par ça, quoi. Par déjà le désir, enfin, ma volonté ou ma position de... Bien sûr, mais c'est vrai que lui fait le distinguo, quoi. Du coup, je me disais, ouais, tu vois. Parce que c'est qu'il y a quelque chose, comment dire, d'immédiat, une impression, quand on perçoit les trucs, il y a une impression immédiate, et après, il y a une espèce de raisonnement, ou de truc qui est fait sur cette perception immédiate. Et c'est que, tu as raison, l'état de conscience conditionne la perception, quoi. Mais c'est quand même un truc en deux temps, en fait, il me semble. Et du coup, voilà, s'exercer à se dire, bon, je vais m'efforcer de percevoir vraiment au-delà de l'apparence, quoi, par exemple. Mais c'est que c'est conditionné complètement par la conscience. Bon, si vous voulez, on continue un petit peu.
Donc voilà, cela prend de nombreuses vies avant que l'âme s'éveille au fait que s'échapper est possible, uniquement lorsque l'esprit humain s'emploie à essayer d'élever ses perceptions et sa conscience, jusqu'à une zone de confort plus supportable. Plus la conscience d'une personne est spirituelle avant qu'elle meure, plus elle a réexaminé sa vie, acquis du discernement sur le contrôle qu'a l'ego sur son esprit et ses sentiments, les dégâts qu'elle a faits dans les vies des autres, et le malheur qu'elle a causé, plus elle fera de grands progrès spirituels. Alors qu'elle éprouve un remords brûlant, la douleur du remords éradique la domination de l'ego de son esprit et de son cœur, jusqu'à ce que, petit à petit, elle quitte finalement cette vie, pleinement consciente que la voie de l'amour inconditionnel est la seule voie à suivre. Une telle personne comprend pleinement, reconnaît, et elle est clairement consciente que toutes les souffrances, maladies, privations, manque de succès, malheurs, sont issues du manque d'amour dans son approche de la vie, des gens et de l'environnement. La critique est la plus grande de toutes les obstructions au bonheur intérieur, car elle est hautement destructrice. Elle est renvoyée dans la vie de la personne, car lorsque vous jugez, le jugement se retourne contre vous, comme dit le proverbe. Critiquer les autres interfère avec leur bien-être. Et par conséquent, lorsque nous faisons mal aux autres, même très légèrement, à nouveau le mal nous reviendra avec les intérêts. Par conséquent, quand vous entreprenez de suivre la voie du Christ, vous devez comprendre que c'est un chemin d'auto-analyse sans relâche. Vous devez trouver le courage de regarder vos actions à la lumière de l'amour et vouloir voir la vérité concernant vos pensées et émotions. En progressant sur le chemin, il devient plus facile d'accéder à une perception de la vérité des autres, de ce qui les anime, les motive, leur fait faire des erreurs dans leurs relations, sur leur lieu de travail ou avec leurs proches. Plus vous pouvez être en empathie avec les autres, comprendre ce qui les motive, percevoir les difficultés qui les poussent à commettre des actions irréfléchies, plus élevée devienne votre propre spiritualité, votre propre sens de la compassion et de l'amour envers ceux qui, vous le réalisez maintenant, font vraiment du mieux qu'ils peuvent dans l'environnement et les circonstances qu'ils se sont créées pour eux-mêmes. De ce point de vue, il devient de plus en plus facile de les excuser, jusqu'au moment où, voyant la vérité de l'autre si clairement, vous avez hâte de pardonner et d'effacer de votre pensée toute tension et toute critique envers lui. Lorsque le moment de mourir arrive, les personnes aussi illuminées, vivant en paix et en harmonie avec le monde entier, entrent dans un état de bénédiction et de joie absolue. Elles entrent dans la lumière, et il n'y a pas un seul regard en arrière vers la terre. Enfin, elles découvrent qu'elles sont arrivées dans cette dimension de l'être, où elles sont satisfaites et pleinement en paix. Après un moment, elles commencent à remarquer qu'il y a des dimensions d'existence encore plus hautes, et elles se mettent à préparer, élargir, étendre leur conscience, pour absorber les vibrations encore plus hautes de la conscience divine. Elles deviennent des transmetteurs toujours plus créatifs et rayonnants de l'amour inconditionnel. De telles personnes sont vraiment la conscience christique. Donc là, voilà un petit peu dans ce passage, il continue un peu à parler de cette capacité de perception. En progressant sur le chemin, il devient plus facile d'accéder à une perception de la vérité des autres, de ceux qui les animent, les motivent, leur fait faire des erreurs dans leur relation et sur leur travail et avec leurs proches. Moi, j'ai envie de dire, comprendre l'autre, c'est le regarder avec des yeux de la lumière christique. Et là, tout s'éclaire. C'est ça. Comprendre. C'est pas comprendre avec notre esprit humain, en fait. On n'y arrivera pas. On doit s'élever,
comprendre l'autre en lâchant nos croyances. Pour moi, c'est ça. Je trouve ça merveilleux de pouvoir comprendre l'autre. Oui. Parce que c'est facile de pardonner. On n'a plus besoin de pardonner à la limite. Parce qu'on a ce regard d'amour que le Christ a. Ça, c'est merveilleux. Il y a un passage où il dit justement qu'on peut arriver à un état de conscience où on a une compréhension si claire de l'autre et de ce qui le motive qu'on voit qu'en fait, il n'y a rien à pardonner. Oui. Ça, c'est puissant aussi. On perçoit ou on comprend tellement bien l'autre qu'on dit ok, c'est normal qu'il ait fait ça, il n'y a pas de faute ou d'erreur ou d'injure. C'est pas qu'on l'approuve, mais on comprend. Voilà. Parce que c'est différent. Il fait ce qu'il peut. C'est dans la première partie, là, il y a aussi un truc qui est vraiment intéressant. Quand justement on a un peu élevé nos perceptions, on comprend justement que les gens font ce qu'ils peuvent avec l'environnement voilà, avec l'environnement qui se sont créés en fait, et les circonstances qui se sont créées. Et ça, c'est vrai que c'est précieux, quoi, de se dire, ben, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils se sont eux-mêmes créés, en fait. Ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont récolté aussi, tu vois. On va pas les plaindre, hein, non plus. C'est dire, ben, ils sont dans cet état de conscience, du coup, ils ont cet environnement, ces relations, ces événements de vie. Et donc, je sais pas quoi, c'est normal qu'ils soient complètement dans la colère, ou aigris, ou peureux, ou malheureux. Enfin, Et déjà être sans jugement, c'est déjà parfait. Parce qu'on projette toujours des connotations d'éducation, de ci, de mi. Être sans jugement. mais en tout cas, ouais, c'est vraiment important de comprendre ce truc-là, quoi, que quel que soit l'autre, quelles que soient les choses qui se passent, quel que soit le juste ou le faux, l'injustice, c'est même le contenu de notre conscience qui va contribuer à déterminer la sortie, quoi. Il n'y a pas de justice immanente qui va contrebalancer l'injustice. Il n'y a pas une étiquette divine qui va tomber en disant toi tu as raison, toi tu as tort. Absolument. C'est sûr que moi je vois au niveau personnel, je retombe très facilement dans ce que tu disais tout à l'heure, Annie, quoi. On sait d'un côté ce qui est bien, mais on voit une autre partie de nous qui agit et qui parle. Et on est là, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et on voit que moi je vois à mon niveau que c'est l'éducation qui ressort. Ça nous rattrape. C'est nos limitations. L'automatisme, mais c'est l'automatisme surtout. Oui. Les habitudes Notre automatiques. fonctionnement. Je critique, voilà, je condamne, je rejette. Mhm. Alors qu'une partie de moi dit non, arrête de critiquer, quoi. Ah, non, tu vois que je critique quand même, quoi. On est construit là-dessus. Et il faut gommer sans arrêt. Tout à fait. Nous sommes tous dans un processus de perfectionnement. Et tout ce qui arrive aux autres ou à moi, ou tout ce que je fais et les autres font, ça fait partie de leur processus de mien. Donc il y a, vu de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, comment dirais-je, juger, dénigrer ou rejeter, etc. Ça fait partie. Et c'est la voie vers le haut. Il n'y a pas de voie vers le bas. À mon avis, à mon sens. Et en tout cas, c'est vrai que comme il dit, hein, c'est un chemin d'auto-observation sans relâche. Mm. Donc c'est vraiment un encouragement, voilà, à la discipline, à la maîtrise de soi.
Et à pas justement être trop permissif, enfin trop laxiste avec nos propres travers, quoi. Se dire, bah non, là je critique, il faut que j'arrête. L'autre, il a tout ce on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais moi je critique, donc il faut que moi j'arrête. Même si l'autre est le pire du pire, quoi. Et ça, c'est bien. Parce qu'en plus, voilà, ce passage aussi est assez difficile hein, sur la critique. La critique est la plus grande de toutes les obstructions au bonheur intérieur, car elle est hautement destructrice. Bon. Donc là, on comprend voilà, que... Le terme est fort, hein, destruction. Ouais. C'est la destruction. Dans le livre. Moi, personnellement, je fais le lien avec les perceptions, là. Je me dis, encore une fois, en observant moi-même, hein, je me dis, quand je critique les choses, les gens, je dis, voilà, l'exemple tout à l'heure, bah, c'est quelqu'un d'égoïste, voilà. Il est méchant, il est mauvais, il pense pas aux autres, il est sur son nombril. Parce que j'ai une perception limitée. Si je me dis, en fait, il parle tout le temps, parce que, en fait, il a personne à qui parler, il est tout seul, là, je critique plus, j'ai plus de la compassion pour lui en me disant, bah, il est incriticable, en fait. C'est quelqu'un qui vit seul, qui a, je sais pas quoi, pas d'amis, du coup, il vient, dès qu'il rencontre des gens, bah, il leur parle. Parce que ça lui fait plaisir et que c'est normal, quoi. Et du coup, la critique, elle s'est éteinte toute seule, parce que la perception a changé, en fait. Et du coup, maintenant, quand je critique, je me dis ce truc-là, je me dis, je prie pour avoir un nouveau point de vue, une nouvelle perception de la chose, quoi. Moi, ça me fait penser à une période de ma vie où j'étais vraiment bisounours. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Et en fait, même si quelqu'un faisait quelque chose, je lui donnais des... Je lui donnais des excuses. Enfin, pour moi, c'était... J'expliquais et j'étais plus dans le truc de... Je n'en voulais pas la personne, j'essayais d'expliquer son comportement. Et puis après, bon, je suis passée à un autre stade où je me suis un peu plus protégée parce que je me recevais des baffes, mais c'était comme ça. Et là, quand on dit effectivement d'appréhender l'autre sans jugement, moi j'allais plus loin, j'allais jusqu'à donner des causes un petit peu qui pouvaient expliquer le comportement qui était critique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Justement, est-ce que c'était pas du déni du côté négatif? Je crois pas, franchement, je pense pas que c'était du déni. C'était bon, s'il est méchant, c'est parce qu'il a eu une mauvaise enfance. C'est pas. J'allais dans des trucs, dans des explications, de manière systématique, tant et si bien que je n'en voulais pas à l'autre, quoi. C'est super, mais par contre, tu te prenais des baffes. C'est ça. Ça, c'est moins C'est super, ça. quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus comme ça, quoi. Mais d'où voilà, c'est peut-être C'est peut-être un côté de déni, c'est-à-dire je ne veux pas voir que l'autre en fait est dans cet état. La personne qui parle tout le temps, une fois que j'ai compris qu'elle est toute seule et qu'elle parle jamais, donc elle a besoin de parler, je vais pas la laisser parler tout le temps. Je vais lui dire, bon ben là tu parles tout le temps, mais d'autres personnes ont envie de parler, mais je vais lui dire pas méchamment. Que si je la juge en étant égoïste, je vais un peu la casser, quoi. Bref, donc voilà, ouais, ce passage sur la critique, c'est vrai qu'il est intéressant. Enfin, tout ce passage, hein, parce que ça à quel point on se fait du mal, quoi, sans s'en rendre compte. Et en plus, on voit pas la conséquence de la cause, et donc on continue à critiquer. Si je peux poser une question, quand on veut relater quelque chose, mais sans vouloir critiquer, où est la frontière parce qu'on bascule vite dans le récit, on bascule vite dans la critique. Où est la frontière pour rester dans ce que je relate et pouvoir éviter justement de tomber dans la critique? Oui. C'est pas facile. C'est dur, hein? Parce que déjà, le fait de raconter l'histoire, il y a déjà une connotation positive ou négative. Voilà. Bah, c'est un peu la différence entre le jugement et l'évaluation aussi. Ce qu'on disait avec Alja, ouais, excuse-moi. Ce truc-là de dire, est-ce qu'on va dénier, c'est-à-dire, je suis allé manger chez mes parents, on s'est disputé, est-ce que je vais dire, ah oui, ça s'est bien passé, tout va bien avec mes parents? Ce qui n'est pas la voie christique, hein. Ou est-ce qu'on va se dire, bon, il y a quelque chose, voilà,
ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Descriptif, hein, un constat. Objectif. Ils ont dit, voilà, je sais pas quoi, les chômeurs, c'est vraiment des feignants parce qu'ils ont dit cette phrase. Les chômeurs sont des feignants, c'est vraiment tous des assistés. Et moi, c'est vrai que ça m'a mis extrêmement en colère parce que je connais plein de chômeurs qui sont... Et donc, au lieu de dire mes parents sont vraiment des affreux méchants, je veux dire, ils ont dit ça, moi, ça m'a mis comme ça. C'est le truc de la communication non violente, en fait. On essaye de décrire l'observation, et après on parle de soi en disant je me suis senti comme ça parce que j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qui m'a dérangé, en fait, dans ce contexte-là? Voilà. Et c'est moi qui suis dérangé. C'est pas l'autre qui est un affreux et qui est méprisant. Il dit des choses. Et moi, je me sens bouleversé. Donc, Colette, le truc en général, comme il dit aussi dans, je ne sais plus quelle lettre 8 peut-être, c'est de parler de façon à ce que l'autre se sente jamais attaqué. Oui, mais là, c'est l'acteur, l'autre acteur. Mais si tu relates ça à quelqu'un comment dire, étranger à la scène, tu vois? Pareil. Pareil, il faudrait que tu te dises, je lui raconte la scène, et si la personne qui était dans cette scène que je lui raconte était là, il faut surtout pas qu'elle se sente critiquée ni attaquée. Il ne faut pas que je dise, l'autre encore, il a encore fait ça, l'autre voisin, il est méprisant ou il est vraiment inconscient. Je dis, voilà, le voisin, il a encore une 5e fois mis sa poubelle dans le couloir cette semaine, quoi. C'est un constat, quoi. Oui, c'est un constat, c'est un fait. Après, voilà, il faut se retenir de dire, c'est vraiment un salaud, je vais lui éclater la tête. Retiens cette phrase. C'est pour ça que la formulation est très... Si je le crois, je le dirai gentiment. Avant d'ouvrir la bouche, il faut drôlement réfléchir aux termes qu'on va employer. Ouais. Ouais. C'est essentiel. Sûr. En fait, dans le verset 5, il répond peut-être à ta question, Colette. Ouais. Critiquer les autres interfère avec leur bien-être. Et en fait, parce que cette question, et je me la pose parce que malheureusement je fais des maladresses. Et donc en fait, d'après ce que je comprends de cette phrase, c'est mon propos, s'il rend mal à l'aise l'autre, interfère dans son bien-être, c'est perçu comme une critique. C'est pas de notre point de vue, c'est du point de vue du récepteur en fait. Ils se sont attaqués. Il faut sortir de soi, imaginer ce que l'autre va vivre, et si c'est une source, si ce qu'on dit interfère dans le bien-être de l'autre, ça va être perçu comme une critique. Ça ne veut pas dire que c'est une critique, mais ça va être perçu comme une critique. Oui, mais c'est toujours dans le contexte de la personne avec l'autre acteur directement. Mais là, je citais vraiment quelque chose d'extérieur, tu vois, que si tu veux, la personne dont on parle est absente et qu'on souhaite raconter ce qui s'est passé, mais sans l'enfoncer, sans noircir sa personne, quoi. On raconte, comme a dit, jamais dire, jamais critiquer, et dire voilà comment je me suis sentie quand il a dit ça, ou voilà, moi j'ai besoin de ça, donc ça m'a touchée. Parce qu'en fait, que tu le racontes, enfin que tu en parles avec la personne concernée de la scène, ou que je le raconte à une tierce personne, ce que tu vas raconter, ce que tu vas déverser, c'est le contenu de ta conscience. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler pour qu'il n'y ait plus de critique dedans. D'accord. Et une fois qu'il n'y a plus de critique dedans, on peut le dire à quiconque, il n'y a plus de critique. En fait. Donc il faut vraiment s'approprier ce truc-là, de dire c'est l'autre qui est en souffrance et du coup il a du comportement qui fait souffrir les autres. C'est pas mal, c'est pas sa faute, c'est juste qu'il est souffrant, quoi. Alors, moi, si je me trouve dans une situation comme ça, je rapporte les faits en m'imaginant que l'intéressé est là et m'entende. Oui, ça change les propos qu'on tient. Oui. Ça change. C'est pas pareil dire je supporte plus mes parents quand ils font ce genre de réflexion que dire ils ont dit encore la même réflexion qui me fait mal.
Voilà, tu peux le dire comme ça. Qui me Sans dire que supporte. tu le supportes C'est plus. ça, voilà. Non, mais je ne les supporte plus, c'est pas un problème. Oui, Dire c'est mes ce parents que je sont des ressens. dire mes parents sont des salauds, c'est un problème. Ah. Mais dire je ne supporte plus mes parents, Mhm. bah, c'est un constat, quoi. Mm, Je d'accord. ne les critique pas. Oui, je ne supporte plus qu'ils disent ce genre de choses, surtout. Voilà. Voilà. Dire ils sont insupportables, hein, ça c'est du jugement sur eux. Oui, voilà. C'est ça la nuance. D'accord. C'est poser des faits, poser le décor, Oui. parce que ça fait du bien pour la compréhension, et après, Mm. les autres prendront ce qui a été En plus- dit, mais si tu t'imagines que tes parents sont là, ça met un frein et tu pèses tes mots. Oui, exactement. En plus, ça nous fait du bien des fois de raconter une chose parce que ça nous défoule. Absolument. Non? Parce Ah qu'on oui. a... Et le fait de le raconter, Bien fait de la parole. Ouais. Quand elle est. c'est ça. Après, c'est vrai que le passage dont tu as parlé, Philippe, là, sur comment ça s'appelle? Sur le fait de blesser les autres, c'est un repère de si on fait du mal aux autres, alors c'est qu'on est en train de critiquer. Rappelez-vous quand même de tous les passages où le Christ parle des dégénérés sur terre, de la conscience des violeurs, enfin, où il emploie des mots durs qui peuvent paraître pour des jugements, enfin qui peuvent passer pour des jugements. Mais c'est quand même le Christ qui le dit en fait. Et c'est sûr que quand on lit ça, vous êtes tous des dégénérés, nous ça peut nous faire du mal en fait. Mais c'est dans le contexte du bien-être de l'autre, quand même. Donc si le Christ fait ça, dans les lettres et dans les articles, à des fois avoir des paroles dures envers les autres, et c'est ce qu'il dit, hein, il ne vient pas là pour nous condamner, ou pour nous juger, ou pour nous critiquer, mais il vient là pour nous aider à percevoir la réalité en fait. Donc ce truc-là de ne pas vouloir faire de mal aux autres, il faut quand même pas que ça nous entrave et que ça nous empêche de parler et d'œuvrer pour son bien-être ou pour le bien-être du plus grand nombre. Parce que quelqu'un qui se conduit vraiment très très mal, qui est vraiment très très insupportable et qui est vraiment très nuisible, il ne faut pas se dire bon ben il faut pas que je lui fasse de mal, hein. Il faut que je le laisse content, sinon ça va lui faire de la peine. Si cette personne est vraiment dégénérée, nuisible, il faut lui dire clairement tu es un dégénéré nuisible, quoi. Donc ça lui fait de la peine, mais c'est pour son bien-être au plus grand et à plus long terme, quoi. Parce que je trouve, c'est un petit peu ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est un truc qu'on a dans le développement spirituel, souvent, c'est il faut être gentil, il ne faut pas faire de peine, donc il ne faut surtout pas faire de vagues, il ne faut surtout pas s'opposer, ni dire non, ni être un casse-pied. Et du coup, on devient une espèce de faux cul qui va dire oui, oui, tout va bien, je suis content, et on va penser, oh là là, vivement, je m'en aille. Ouais. Donc il faut mettre ce truc-là, là, critiquer les autres interfère avec leur bien-être, et par conséquent, lorsque nous faisons du mal aux autres, même très légèrement, à nouveau le mal reviendra avec les intérêts. Il me semble que ça, c'est à mettre en lien avec l'article qui s'appelle l'énergie de conscience, où il nous dit même un petit mensonge fracture la conscience. Et donc, forcez-vous d'être tout le temps honnête, quoi. Savoir dire les choses pour qu'elles restent être vraies, sans blesser personne, ni être en accord avec soi-même, eh ben, c'est le jeu de l'équilibre, hein, là, Voilà, sur le fil. En gros, on a les deux injonctions, c'est-à-dire soyez honnête et dites vraiment ce que vous pensez, mais ne critiquez pas les autres. C'est-à-dire, en gros, ayez une vision aimante et réaliste. Ouais. Dites ce que vous pensez, mais dans l'amour, quoi. Ouais, évidemment. Rappelle, t'es éduqué à ça. Et c'est vrai que c'est un problème auquel on est tous confrontés, quoi. Hein, dès qu'on est en rapport avec quelqu'un, c'est jamais 100% super. Il y aura toujours un petit truc qui va nous déranger. Ouais, oui. Est-ce qu'on va dire c'est lui, c'est mal? Ou est-ce qu'on va dire c'est moi en fait qui ai un problème avec ça, quoi. Je suis pas patient, je suis pas tolérant, je suis pas. Sans se critiquer non plus, hein, se dire ok ouais c'est moi effectivement là ce truc-là, ça m'énerve. Et c'est moi qui suis énervé, c'est pas l'autre. Oui. Quand on dit à l'autre tu m'énerves, c'est vachement faux, quoi.
Comme si on disait à l'autre, tu me peins en rouge. Bah non. Non, t'as dit un truc et je me suis énervé tout seul. La personne à côté a entendu la même chose, elle s'est pas du tout énervée, quoi. Donc là, bah, je reprends mes responsabilités, quoi. Autrement dit, quand on critique, on se fait du mal en priorité à soi-même. Oui. Et pour nous aller à ça, voilà, c'est important de comprendre pleinement, de reconnaître et d'être clairement conscient que toutes les souffrances sont issues du manque d'amour dans notre approche de la vie, des gens, de l'environnement. Et c'est là qu'on a besoin beaucoup de développer sa conscience, énormément, énormément, pour que les perceptions changent, quoi. Se dire, ok, ce ne sont pas les microbes ou qui créent la maladie. C'est moi-même qui me crée ma maladie avec ma conscience qui manque d'amour, quoi. Donc travaillons l'excès d'amour.